Moi, je ne sais pas combien de fois on m'a traité de négresse de maison sur les réseaux sociaux. Les gens sont à visage découvert. Et ça passe comme si, je veux dire, si c'était un blanc qui disait ça, c'est quand un blanc prononce le titre du livre de Pierre Vallière, c'est une catastrophe. Mais quand nous, on se fait traiter de nègre sur les réseaux sociaux, ça, il n'y a aucun problème. Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau numéro de Contact que vous pouvez trouver comme chaque semaine sur les plateformes principales que sont YouTube, Odyssey, Rumble ou encore Apple, Spotify et Google. L'émission cette semaine vous est présentée de notre petit studio montréalais que j'ai un peu moins fréquenté au cours des dernières semaines. Avec moi comme invité, Muriel Chatelier, qui est cofondatrice de l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Bonjour Muriel. Bonjour Stéphane. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. On sait ce qu'est le racisme. Qu'est-ce que le racialisme? Et le racialisme, en fait, c'est de penser son monde en fonction de la race, c'est de penser les enjeux sociaux en fonction de la race, c'est de penser ses relations avec les autres en fonction de la race. Donc, c'est une nouvelle façon, je crois, de penser notre monde qui était révolu, en fait. Et aujourd'hui, ça revient en force. Aujourd'hui, on parle en termes de noir et blanc. Donc, vous êtes un blanc, moi, je suis une noire. On n'est pas des Québécois. Donc, c'est ce que c'est le racialisme. C'est le retour en force de la race dans nos sociétés. Alors, je suis tenté, en vous écoutant, de faire peut-être cette hypothèse qui est... je sais pas, peut-être un peu malveillante, mais est-ce que le racialisme est une forme de racisme? Parce que ceux, évidemment, qui montrent du doigt les enjeux et qui disent que le racialisme est peut-être une manière de mieux lire le monde, jamais diront qu'ils sont racistes. Non, ils le diront pas, et moi, je trouve pas que c'est une façon malveillante d'expliquer la chose, parce qu'en effet, pour moi, le racialisme, c'est une forme de racisme. Quand on me dit, moi, tu sais, par exemple, que je suis une Noire avant d'être une Québécoise, pour moi, c'est du racisme. Qu'on essaie d'expliquer ce que je vis, ce que je fais en fonction de ma race, c'est du racisme. Ça fait longtemps, comme j'ai dit, que cette façon de voir le monde est révolue. Aujourd'hui, ça revient en force. Il y a beaucoup de militants qui travaillent en ce sens-là pour remettre la race au centre des débats. Mais j'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment on a pu en arriver là, alors que notre but commun, c'est justement d'éliminer la race et puis d'être des individus à part entière. C'est un retour en arrière pour vous? Pour moi, c'est clairement un retour en arrière parce que j'ai toujours été très consciente des questions au niveau de la race. Et puis, j'imagine que c'est parce que, j'ai grandi avec des parents immigrants, et puis, qui sont venus ici dans un pays, on peut dire en tout cas, de blancs. Donc, j'ai toujours été conscient justement de votre différence? Pas vraiment, pas quand j'étais très jeune, mais quand même assez rapidement vers la fin de l'adolescence. Parce que j'ai grandi vraiment dans un milieu, j'ai grandi au sein de ma communauté, je pourrais dire. J'ai été dans une école au primaire, à cette époque-là, les écoles protestantes existaient encore. Donc, j'allais dans une école protestante, la majorité des gens étaient d'origine haïtienne. Ensuite, j'ai été au secondaire, la majorité des gens qui m'entouraient étaient d'origine haïtienne. Et c'est quand j'arrivais au cégep que les choses ont commencé à changer, que là, je me suis retrouvée à être une minorité. Et c'est la première fois que, en fait, j'ai senti que j'étais une minorité, c'est au cégep, quand j'ai vu toute cette masse de blancs autour de moi, je me suis dit, oh wow, oh, ok, ils sont où les gens qui me ressemblent? Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu conscience que j'étais, c'est ça, une couleur ou une minorité. Mais aujourd'hui, vous dites que ça ne devrait pas nous définir. Non. Dans votre expérience, peut-être à partir du cégep, avez-vous déjà senti la stigmatisation, l'idée d'être ou dévalorisé ou mise de côté par la couleur de votre peau? Non, pas vraiment. En fait, je pense que c'est plus le regard que moi, je portais sur moi qui était un problème. C'était pas le regard que les autres portaient sur moi. Puis c'est à partir du moment où j'ai décidé justement de changer mon regard parce que quand on est, quand on a de la peau noire puis qu'on grandit dans un pays qui n'est pas notre pays d'origine, c'est sûr qu'on nous dit souvent, dans nos milieux, on nous parle souvent du racisme.
tu sais, les Blancs, ils t'aiment pas, ça va être plus difficile pour toi de réussir parce que t'es noir. Tu sais, fait qu'on grandit avec ce genre de discours-là. Un conditionnement. Oui, c'est un conditionnement. Absolument. C'est un conditionnement. Sauf qu'à un moment donné, quand tu rentres dans la vie active et que tu fais tes propres expériences, tu réalises que peut-être il y a une dichotomie entre ce que tu as appris et ce que tu vis. Moi, c'est ce qui m'est arrivé personnellement. C'est quand je suis rentré sur le marché du travail, j'ai commencé à parler aux gens, puis je me suis dit, mais voyons, tu sais, c'est le monde dont on m'a parlé, c'est pas mon monde à moi. Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, justement, à remettre en question ce qu'on m'avait appris. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais bien dans ma société, que j'étais à ma place et que j'avais le droit d'être bien et de prendre ma place dans la société, que j'avais le droit d'avoir la peau noire et d'être une Québécoise. Donc, c'est au contact des autres que j'ai réalisé ça. Bien, aujourd'hui, en tout cas, ça nous divise et on est vraiment à vivre, comme le disait Plamondon, les uns contre les autres. Oui. Le système universitaire peut être montré du doigt parce que moi, j'avais envie de parler avec vous d'EDI, équité, diversité, inclusion. Beaucoup de grandes entreprises forcent leurs employés, le mot n'est pas charré, hein, forcent leurs employés à suivre ce genre de formation. C'est un bon business aussi, me dit-on. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent, des milliards de dollars. Beaucoup, oui. Dans les universités, c'est très tendance aussi. Associez-vous ça à une volonté vertueuse de corriger des angles morts qu'on pourrait tous avoir, parce que ça se peut, hein? Mais est-ce que vous associez ça donc à cette volonté vertueuse de corriger ou à une forme d'idéologie conquérante? Ben pour moi, c'est beaucoup de l'idéologie parce que quand on regarde les effets de ces formations obligatoires, quand on regarde les études qui sont faites sur le sujet, elles pointent toutes dans le même sens, ça ne fonctionne pas. La façon actuelle de penser... la façon actuelle de penser les formations EDI, les formations qui sont obligatoires, peut-être pas toutes. La plupart, oui. La plupart que celles que j'ai consultées vont dans le même sens et démontrent que c'est ça, ça ne fonctionne pas. Puis c'est ça le problème aussi avec ces formations EDI, c'est que tout le monde a sauté à pieds joints là-dedans sans vraiment se questionner est-ce que ça fonctionne réellement. D'abord, les gens qui les donnent, ces formations, est-ce qu'ils ont eux-mêmes suivi une formation rigoureuse pour arriver à faire ça? Est-ce qu'il y a un diplôme qui est donné quelque part? Est-ce qu'il y a une école qui forme des formateurs EDI? Pas à notre connaissance, mais souvent, les personnes qui donnent ces formations ont tout simplement la bonne couleur de peau. Elles ont un parcours professionnel peut-être intéressant, mais de là à dire qu'il y a une spécialité EDI, moi, j'en connais pas personnellement. Donc, si on regarde le profil des personnes vraiment qui sont dans ce domaine-là, il n'y a pas d'expertise. Donc, la personne, moi, je pourrais être une spécialiste EDI. Je pourrais. Vous travaillez dans le monde de la grande entreprise. On la nommera pas parce que je sais que vous avez été accablé jusque sur votre lieu de travail. Mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui peuvent faire l'économie, à tout le moins pour la façade. Puis je dis pas qu'on n'y croit pas, mais je dis à tout le moins pour la façade de ces formations EDI. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Parce que, là, c'est ça. Donc, il y a déjà le gouvernement fédéral, qui, lui, dans les universités, il a mis des sortes de quotas qu'il faut remplir, qu'il faut atteindre. Et depuis l'affaire George Floyd, là, il y a eu une recrudescence absolument incroyable au niveau de l'EDI. On a pris conscience qu'il fallait changer les choses. Et là, il n'y a aucune entreprise sérieuse qui n'a pas de service EDI en son sein. Et, c'est ça. Le problème, c'est que les formations EDI, on s'est pas questionné. On s'est pas dit, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça va vraiment régler les problèmes au sein de mon entreprise? Il y a personne qui se questionne vraiment là-dessus. On fait juste sauter à pieds joints là-dedans. Puis, quand on regarde, c'est ça, les études sérieuses, et dont la plus célèbre, qui est, je pense, celle de Franck Domaine puis Alexandra Kalev. Donc, ça, c'est Harvard? Oui, c'est ça. Donc, ils ont étudié 830 entreprises et ce qu'elles ont constaté, c'est que la forme actuelle des formations qui sont obligatoires, où on parle de biais inconscients, où on parle de microagressions, où en fait, on essaye aussi de culpabiliser un peu
l'homme blanc de son racisme. Donc, ces formations-là, évidemment, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, qu'au contraire, ça peut même être contre-productif. Est-ce que vous avez entendu parler de ce qui est nécessairement une anecdote, mais qui, quant à moi, m'avait beaucoup troublé? Juillet dernier, je pense que c'est à Toronto, oui. Un directeur d'école qui traverse une de ses formations EDI. Oui. Alors, je ne sais pas dans quel état il était psychologiquement au moment de la formation, oui. mais qui est assez violemment retourné oui. par la formatrice, si je ne me trompe pas. Et autour de l'événement, il n'y a aucune solidarité qui se fait pour lui. Il est stigmatisé très rapidement parce qu'il conteste certains des préceptes. Il dit non, c'est pas aussi simple que vous le dites. Et puis, autour de lui, finalement, tout le monde dit non, vous devez vous rallier à cette idée que vous êtes aveugle à vos préjugés. Oui. Et qui choisit de se suicider très peu de temps après. Oui. Est-ce que c'est un dommage collatéral ou c'est une anecdote pour vous? Pour moi, c'est plus un dommage collatéral. Et parce que ce qu'on observe justement avec ces formations, c'est que ça fâche les gens justement de se faire traiter de racistes sans qu'on sache qui sont ces personnes. Ce sont des employés. Tu viens sur ton milieu de travail, on te dit que tu es raciste. Puis dans le cas de cette formation avec le monsieur de Toronto, lui, il s'est insurgé contre le fait que la formatrice avait dit le Canada est un pays beaucoup plus raciste que les États-Unis. Et c'est ça, il a dit. Et lui a simplement dit un instant, s'il vous plaît, on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes cicatrices. Non, c'est ça. C'est ce qui a fait qu'on l'a stigmatisé. Et récemment, il y a le journaliste Jonathan Kay du magazine Quillette, je ne sais pas comment on dit ça, Quillette. Lui, il s'est penché sur le coût de ces formations-là. Puis pour la formation dans cette commission scolaire-là, c'est une formation qui est de quelques douzaines d'heures. Et le prix de cette formation, 81 000 $. Ce n'est qu'une seule formation. 12 heures de formation. Non, un peu plus que 12 heures parce qu'il a dit quelques douzaines d'heures, donc 2-3. Donc, 81 000 $ pour une seule personne. Alors, soyons généreux, disons une centaine d'heures. Disons. 81 000 $. Oui. C'est un bon rendement à l'heure. C'est un très bon rendement. Puis c'est ce qu'on constate avec les formations EDI, c'est très lucratif. Il y a des formations, ça peut être 5 000 $ de l'heure. Aux États-Unis, ça dépasse largement ce genre de taux, de tarifs. Donc, c'est une industrie qui est extrêmement lucrative, puis on peut se poser des questions. Un ami universitaire que je ne nommerai pas et que vous ne connaissez pas, donc cherchez pas de lien, me disait... mi-figue, mi-raisin, pour voir le processus de mise en place de ces formations, c'est aujourd'hui comme acheter la protection de la mafia. Alors, je dis mi-figue, mi-raisin. Il y avait un sourire en coin, mais c'est presque impossible à éviter, sinon impossible à éviter, parce que si on ne le fait pas, comme avec la mafia, il y aura un prix à payer. On sera montré du doigt et éventuellement disqualifié. Je n'en disconviens pas. Par contre, ce qu'on peut faire, parce qu'il faut faire quelque chose, parce que ça n'a aucun sens ce qui se passe, parce que ce qu'on remarque aussi, c'est qu'à travers ces formations, c'est qu'à force justement de se faire traiter de racisme, les gens ont peur d'aller vers les personnes des minorités parce qu'ils se disent comment est-ce que je dois agir avec ces personnes-là. Les gens marchent sur des œufs, puis moi, je le vis. Ça créerait des malaises là où il y en avait peut-être pas avant. Exactement. Puis moi, j'ai des collègues qui me disent des fois, ça prête à dire quelque chose. Oh, mais je suis pas sûre. Est-ce que je peux utiliser cette expression-là? Je suis pas sûre. Puis ça dépasse même l'entreprise ou les universités. Ça se répercute même dans nos relations interpersonnelles à l'extérieur. Moi, par exemple, j'ai souvent des coiffures flamboyantes et les gens me questionnent souvent là-dessus. C'est même des personnes noires, Et là, récemment, quelqu'un m'a dit, j'aimerais ça vous dire que vos cheveux sont beaux, mais je suis pas sûre. Oui, c'est ça. Je suis pas sûre que je peux vous dire ça. Ça peut être une microagression. Et est-ce qu'on arrive d'ailleurs à définir les termes précis de ce qu'est une microagression? Parce que si on arrivait à le faire, on pourrait dire, OK, là, je sais que je commets une microagression, mais en d'autres
circonstance, on saurait que ce n'en est pas une si on avait une définition claire. Or, aujourd'hui, tout peut se retourner éventuellement contre nous comme un compliment qui devient la preuve de mon attitude patriarcale à votre endroit si je dis « mais je trouve vos cheveux formidables ». Absolument. Puis moi, j'ai assisté, par exemple, à une formation qui a été donnée par 2 personnes du Conseil interculturel de la Ville de Montréal. C'était une formation qui se donnait à des cégepiens, parce que ma fille était au cégep, et puis je pouvais assister à la formation, à la présentation parce que c'était en ligne. Donc, ces 2 personnes arrivent, et là, il y a une jeune fille qui demande... si quelqu'un touche mes cheveux, une jeune fille noire, si quelqu'un touche mes cheveux sans mon consentement, est-ce que c'est du racisme systémique? La personne lui répond « oui ». Moi, je suis tombée des nues. Toucher les cheveux de quelqu'un, c'est dû à... Il y a un système de racisme. On pourrait s'entendre pour dire que c'est pas très habile de toucher à quelqu'un sans lui demander. Non. Je ne passerais pas par la tête d'aller flatter vos cheveux. Mais ça serait vrai si vous étiez une personne blanche en face de moi. Ça serait pas une bonne idée de le faire. Et je conçois ça très, très, très bien. Moi aussi. Pas plus que si vous mettiez en tête de me flatter la tête, vous. Oui. Je dirais, oui, mais on se connaît pas beaucoup. Or, dans ce cas-ci, c'était du racisme. Systémique. Ce qui est redoutable dans ce qui anime notre conversation, puis pour ceux qui nous voient, nous écoutent, c'est de répondre à chaque fois, peut-être que c'était malhabile, mais c'est une anecdote. Ça ne dit rien du système et de sa validité. Système, donc, qui, aujourd'hui, permet d'éduquer, dans une perspective maoïste, on dirait rééduquer les Blancs qui ne savent pas à quel point ils sont racistes sans le savoir. On serait, nous, condamnés à être inconscients, nous, encore une fois, je ne sais pas c'est qui ce nous, mais les Blancs condamnés à être inconscients de tous ces biais qui conditionnent nos rapports avec, je vais dire vous, comme si vous apparteniez d'ailleurs à un vous. Or, la seule chose qui m'intéresse, c'est Muriel Châtelier en face de moi, et c'est la seule manière d'interagir avec vous, pas parce que vous êtes noir, parce que vous êtes devant moi et que vous êtes Muriel Châtelier. C'est ce qui me désole dans ce discours-là, c'est que c'est ça, on n'a plus d'identité. On est devenu vraiment, on est réduit à notre plus simple expression. Et ça, je trouve ça un peu difficile. Puis surtout, ce qui se passe actuellement, normalement, c'est supposé me faciliter la vie. Moi, par exemple, je suis une personne qu'on dit issue des minorités visibles. Donc, moi, c'est supposé m'avantager. Mais ce que je constate, moi, c'est le contraire. C'est que j'ai jamais eu autant de discussions sur la race. J'ai jamais vu autant de polarisation dans notre société. Mais ce que vous dites surtout, c'est que vous aviez été mentalement préparé à l'idée que l'expérience raciste vous attendait au coin de la rue. Absolument. Et je pense que c'est une des choses que j'essaie de combattre, justement, cette pensée que le racisme va définir notre expérience dans la vie. Moi, j'ai une fille, elle est grande aujourd'hui, mais moi, je l'ai élevée justement en évitant de lui mettre ce genre d'idées dans la tête. Pour moi, c'est important qu'elle se sente chez elle, qu'elle se sente québécoise, qu'elle sente qu'elle n'aura pas à travailler plus qu'une autre personne pour réussir, et qu'elle sente aussi que ses compatriotes, c'est pas des adversaires, c'est pas des ennemis. C'était très important. Et ses compatriotes ne sont pas non plus, j'imagine, a priori, les gens qui ont la même couleur de peau. Ce sont ceux qui partagent l'expérience citoyenne avec elle. Exactement. Donc, ces personnes-là sont de toutes les couleurs, sont des couleurs arc-en-ciel, comme on pourrait dire. Donc, pour moi, c'était très important qu'elle ne grandisse pas avec cette mentalité-là, parce que moi, j'ai grandi avec toutes ces idées dans la tête, et je trouve que ça m'a nui beaucoup plus que mes expériences réelles dans la vie. Donc, c'est vraiment... Votre jugement était faussé? Oui, absolument. Moi, j'ai grandi dans un quartier multiethnique, mais à forte concentration de personnes d'origine haïtienne. Mais à la maison, par exemple, les personnes qu'on recevait étaient d'origine haïtienne. On allait à l'église, c'était une église protestante
tout le monde, c'était des Haïtiens. J'allais à l'école, mon prof de 4e à 6e année, c'était un Haïtien. Donc, tu sais, tout mon environnement était composé de ça. Puis, je sortais pas beaucoup de mon quartier. J'allais à l'école, oui, mais tu sais, je faisais pas vraiment d'activité où j'étais en contact avec d'autres personnes. Je veux pas réduire notre conversation à votre seule expérience haïtienne. Mais diriez-vous que d'un point de vue communautaire, on pourrait parler des Italiens, peut-être des Jamaïcains, parce qu'avec les Jamaïcains, la couleur de peau serait plus déterminante qu'avec les Italiens, quoique les Italiens du Sud, des fois, se font montrer du doigt. Mais diriez-vous que votre communauté, je fais attention dans le choix des mots, avait d'entrée de jeu, pour elle, accepté cette idée qu'elle était condamnée à vivre un peu en marge et à souffrir du racisme? C'est pas exactement ça. Je pense que les gens réalisent pas nécessairement l'impact de leur discours. Et je pense que c'est des discours qu'on répète et qui deviennent comme des vérités. Et je pense que c'est ce qui arrive. Les gens répètent ces discours-là sans vraiment y réfléchir. Et moi, j'estime que c'est ce qui est arrivé parce que, je veux dire, mes parents, c'est pas comme s'ils vivaient du racisme au quotidien puis qu'ils nous en parlaient. J'ai vécu telle chose au travail. C'est pas ça. C'est juste qu'ils nous préparent. Ils nous disent, ça va être difficile pour toi parce que t'es noir dans un monde de blancs. Mais ça serait différent comme expérience, selon vous, si on était à avoir cette conversation quelque part en Alabama ou au Mississippi? Non, c'est sûr que ce serait différent si j'étais quelque part aux États-Unis. C'est sûr que la conversation serait différente. Mais c'est ça aussi qui me dérange un peu avec tous ces discours, c'est qu'ils correspondent pas nécessairement à la réalité. Ça sort du cadre de la réalité pour moi. Et c'est ça qui me dérange. Puis, comme j'ai dit, mes parents, personnellement, eux, n'ont pas vécu grand-chose par rapport au racisme, mais quand même, ils me mettaient ces idées dans la tête parce que, bon, pour eux, selon eux, c'est ce qu'ils ont entendu, c'est ce qu'ils répètent. Puis encore aujourd'hui, c'est la même chose pour beaucoup de gens, je constate. Les gens se questionnent pas. Ils absorbent ces discours. Ça a du sens. Ben oui, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de racisme dans le monde. Il y a eu de la traite négrière. Il y a eu de la ségrégation raciale. Donc, ça a du sens que de penser que nos relations seront difficiles avec des personnes blanches, mettons. Mais dans les faits, je veux dire, surtout au Québec, qui pour moi est la société la plus ouverte qui soit, où le tissu social est extraordinaire. Donc, surtout au Québec, pour moi, ce discours-là, aujourd'hui, il est un peu insensé et il correspond pas, en tout cas, il correspond pas à ma réalité. Mais pour plusieurs, ce que vous dites est inaudible. Oui. On va dire non. On se berce d'illusions. Le Québec n'est pas ce que vous êtes en train de décrire. C'est plus violent, plus raciste. Il y a des structures de racisme systémique qu'on soupçonne mal. Puis, je veux même pas faire l'avocat du diable ici. C'est tout à fait possible que ces choses-là existent pour certains, mais c'est pas votre expérience. C'est pas mon expérience, mais c'est pas l'expérience de plusieurs personnes qui m'entourent aussi. Puis, ce que je constate aujourd'hui avec les discours, il y a tellement de dérives que là, les gens commencent à se réveiller puis à se poser des questions. Mais là, c'est qui les gens, d'ailleurs? Les gens, ben, c'est parce que moi, je parle à beaucoup de personnes parce que je suis une ancienne journaliste. Donc, je parle des gens dans mon entourage, des gens qui à mon travail. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai mon association. Donc, à travers mon association, je rencontre beaucoup de personnes. On fait des 5 à 7. L'Association des Québécois unis contre le racialisme. Oui. Alors, vous dites « mon association ». Est-ce qu'il y a d'autres membres oui, que vous? Oui, Est-ce qu'on a invité la porte-parole et unique membre du groupe? Non. En fait, ben c'est ça. D'ailleurs, on commence à grossir quand même cette association. Donc, non, j'ai cofondé l'association avec Feu Frédéric Bastien et Stéphane Fauguin. Au sein de la communauté noire, pas haïtienne, il y aurait des gens qui partagent votre opinion ou, à défaut de partager exactement la même opinion, la même expérience, mais qui refusent d'en parler parce que c'est politiquement, je dirais pas incorrect, mais difficile à faire. C'est difficile à faire. J'ai reçu pas mal de témoignages de gens qui me disent « Merci Muriel de dire ce qu'on pense à voix haute.
Nous, on n'oserait pas le dire parce que, bon, on sait qu'il y aura des répercussions. C'est quoi les répercussions? Ben, c'est de se faire, par exemple, insulter sur les réseaux sociaux. Comme moi, jamais j'ai été autant insultée que depuis que j'ai pris la parole publiquement. Donc jamais j'ai été autant traitée de négresse de maison. C'est des choses Négresse de maison? Oui, absolument, parce que je suis... Et ce sont des Blancs qui vous traitent de négresse de maison? Non, jamais. Ce sont toujours des personnes noires qui me traitent... parce que dans le fond, ils me voient comme une traître. Ça, c'est le mot en haine? Oui, le mot en haine. Non, mais oui. je fais exprès de le ramener comme ça, mais nègre ou négresse, ça reste pas mal la même charge. Et il n'y a aucun souci à employer le mot? Non, ben pour eux, il semblerait que non. Et ce qui me sidère dans cette question-là, c'est que les gens le lancent sur les réseaux sociaux. Comme moi, je ne sais pas combien de fois on m'a traité de négresse de maison sur les réseaux sociaux. Les gens sont à visage découvert. Et ça passe comme si, bon, je veux dire, si c'était un Blanc qui disait ça, c'est quand un Blanc prononce le titre du livre de Pierre Vallière, c'est une catastrophe. Mais quand nous, on se fait traiter de nègre sur les réseaux sociaux, ça, il n'y a aucun problème. Puis je suis pas la seule à l'avoir vécu parce que des fois, il y a des gens qui nous disent, je me souviens d'une conversation sur Twitter, il y a un homme qui se questionnait, il disait, mais c'est bien vrai, vous êtes plusieurs. Puis quelqu'un d'autre lui a répondu, quelqu'un d'autre avec qui j'échange, il lui a envoyé plusieurs captures d'écran pour montrer, ben oui, c'est vrai ce qu'elle dit, on est plusieurs. Parce qu'on doute que vous puissiez être nombreux au sein, j'aime pas dire de la communauté, parce qu'il n'y a pas une communauté noire, mais au sein de cette population qui peut être identifiée par la couleur de sa peau. Donc, vous êtes nombreux à vous dire que la racialisation de vos rapports était non seulement inévitable, mais peut-être même à préférer. C'est-à-dire qu'il faut accepter que jamais on ne sera défini en dehors de ça. Oui, c'est une façon de voir les choses, mais... C'est pas ce que je dis. C'est un peu ce que le racialisme suggère. Oui. C'est qu'on est tous confinés à jouer un rôle qui est indépassable. Oui, absolument. On est dans une case bien précise. Vous êtes noir, vous vivez nécessairement du racisme, vous êtes défavorisé dans la société, vous êtes blanc, vous avez des privilèges. Si vous remettez en question ces privilèges, c'est que vous êtes fragile. Donc, oui, maintenant, c'est cette façon de voir notre société que je n'accepte pas, en fait. J'accepte pas cette façon. Parce que vous êtes assigné à un rôle. Exactement. Je suis assigné, je suis essentialisé. Vous l'êtes aussi. Et moi, c'est pas ma façon. Pour moi, le vivre ensemble, on doit dépasser ces questions, on doit dépasser ces assignations-là pour qu'on puisse cheminer ensemble. Je me permets d'interrompre l'interview quelques instants pour vous demander une fois encore, s'il vous plaît, de manifester votre amour ou votre intérêt pour ce que nous faisons en nous likant, en nous aimant, en vous abonnant à nos chaînes, que ce soit sur Apple, sur Spotify, YouTube. C'est important. Ce n'est pas pour moi, c'est pour le référencement et faire en sorte que nous puissions continuer à vivre. Vous parlez de ma blancheur, de ma whiteness. Alors, ce n'est pas une question piège, mais je vois qu'il y a... Je ne sais pas si c'est une évolution dans le discours, mais un déplacement du discours en France où deux figures politiques, Édouard Philippe, qui a comme ambition d'être un jour président de la République, et puis le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui reconnaissent qu'un racisme anti-blanc est possible. Parce qu'il y a manifestement des incidents qui ne sont pas que des faits divers, mais des faits de société où des gens sont pris comme victimes en raison de la couleur de leur peau. Or, on nous dit, c'est impossible, ça se peut pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Et encore une fois, il n'y a pas de tentation ici de vous piéger. Je ne sais pas quoi penser. Ah ben moi, j'en pense quelque chose, certainement. En fait, ce que je trouve fascinant dans notre époque, c'est qu'aujourd'hui, le racisme individuel a pris de l'ampleur. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Vous-même, à votre émission, vous avez reçu une invitée qui a parlé de ses compatriotes en termes de white trash. Moi, ce que je vois, c'est des personnes aussi à la peau noire qui vont parler des femmes blanches comme des white bitches.
c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Ou qu'on n'entendait pas. Ben, qu'on n'entendait pas. Tu sais, ça se disait peut-être dans un espace privé, mais aujourd'hui, ça se passe sous nos yeux. Tout le monde le voit. Je veux dire, c'est facile à voir. On va sur TikTok, vous cherchez des sortes d'influenceurs. Ce discours-là, vous allez le voir facilement. J'ai le vilain défaut, me dit-on, d'interrompre mes invités, mais vous parlez de white bitches. Oui. Dans quel contexte? Qu'est-ce qu'on désigne et qui emploie l'expression? Par exemple, je vais prendre une influenceuse de la communauté noire et elle parlait des femmes qui sortent avec des femmes blanches qui sortent avec des hommes noirs. Donc, elle disait, ces white bitches doivent comprendre la réalité des hommes noirs, elles doivent comprendre, elles doivent devenir nos alliés. Donc, elle les appelle des white bitches. Comme ça, ouvertement. C'est affectueux, ça, ou c'est stigmatisant, selon vous? Pour moi, c'est stigmatisant. Je veux dire, on n'accepterait pas qu'on parle de black bitches. Je veux dire, c'est... Mais revenons donc à ce que vous disiez, parce que je trouvais que c'était quand même lourd de sens, white bitches. Oui, moi aussi, je trouve que c'est lourd de sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'étonne qu'on parle de racisme. On veut évacuer la dimension individuelle du racisme, comme si, c'est ça, le racisme aujourd'hui, c'est systémique. Ça n'a pas d'importance, le racisme individuel. Mais comme je dis, ce qu'on observe, c'est une recrudescence de ce racisme individuel et qui vient de tous les côtés, de tous bords, tous côtés. Et ce que ça fait aujourd'hui, c'est que le climat social est tendu. La journaliste Eugénie Bastier, elle parle d'une micro-guerre civile, puis je suis d'accord avec ses propos. Puis ça se passe sous nos yeux. Mais parce que ce n'est pas systémique, ce n'est pas la définition en vogue, c'est comme si ça n'avait pas d'importance, alors que notre tissu social est vraiment affecté par ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose, on le voit, c'est sous nos yeux. Mais on peut pas en parler parce que ça correspond pas au discours ambiant. Puis moi, je peux pas ignorer cette réalité-là. Votre parole, elle est montrée du doigt puisqu'on vous a traité de négresse d'intérieur. D'ailleurs, c'est une expression que je n'avais jamais entendue. À beaucoup, moi non plus. J'avais entendu coconut, noix de coco, noir à l'extérieur, blanche en dedans, parce que c'est un peu ce qu'on vous reproche. Oui. Dans le fond, c'est d'afficher votre couleur, mais d'être perverti par l'homme blanc et le discours de l'homme blanc. Oui. Donc, vous ne pensez pas ou ne penseriez pas pour vous-même en ce moment. Vous êtes mon ventriloque et c'est pour ça que je vous aurais invité peut-être. Oui, mais c'est ça, c'est parce que je suis une femme noire qui pense comme une blanche. Mais ça n'a aucun sens. Je sais que ça n'a aucun sens, mais c'est ça, c'est quand on s'arrête pour y penser, effectivement, ça n'a aucun sens. En fait, moi, je me définis surtout comme une Québécoise. Et être noire, ce n'est pas une culture, ce n'est pas une identité. Puis d'ailleurs, le premier article que j'ai écrit dans ma vie, moi, c'était « Je ne suis pas une couleur ». Parce que pour moi, justement, il y a plusieurs cultures noires, je veux dire, il y a des Africains qui viennent de différents pays, il y a des Jamaïcains. Est-ce qu'on partage tous la même culture? Non. Et j'ai des amis haïtiens qui me disaient, peut-être n'aurait-il pas osé le dire publiquement, mais du racisme, ça existe chez nous. Ben oui. Les traits noirs de peau sont disqualifiés par rapport à des gens qui ont la peau un peu plus pâle. Ça existe au sein de notre communauté. Absolument. Ça existe au sein de l'ensemble de ce que serait le monde noir. Alors, est-ce que ça existe chez les Blancs? En tout cas, il y a certainement de la disqualification. On parlera des édentés. Mais vraiment. Oui. C'est la même façon de faire les choses, de disqualifier au sein de la communauté, de notre communauté. D'ailleurs, je ne sais pas si en étant blanc, on est membre d'une communauté, pas plus que quand on est noir, on est membre d'une communauté. C'est ça, mais par rapport à ce que vous disiez, j'ai un exemple flagrant. J'ai été en Haïti pendant une période de 6 mois pour faire du journalisme. Je faisais un stage à ce moment-là, avant de devenir journaliste. Et j'étais dans un quartier populaire, à Port-au-Prince. Et dans ce quartier, il y avait une femme, elle était claire. Mais elle vivait dans les mêmes conditions que tout le monde, là. Je veux dire, elle n'était pas riche du tout. En fait, c'est ça. Elle était quand même pauvre. Mais elle était claire. Et quand elle marchait dans la rue, quand elle allait à la banque, on la recevait autrement parce que sa peau était claire. Même si elle était aussi pauvre que tout le monde, juste parce qu'elle était claire, elle avait un traitement différent.
Puis ça, c'est quelque chose à quoi j'ai pu assister moi-même. J'ai trouvé ça fascinant. Je me suis dit, waouh! Tu sais, on parle du racisme, mais regarde ce qui se passe. Mais vous diront, certains de ceux qui aiment vous traiter de négresse d'intérieur, que c'est la preuve justement de l'aliénation jusqu'au bout et de ce que c'est systémiquement tellement vrai qu'on va lui donner un traitement de faveur sans même s'en rendre compte, alors qu'elle appartient à la même misère, mais qu'elle aurait la peau un peu plus claire. Donc, on aurait intégré, vous auriez intégré, cette idée que plus on est foncé, moins on est qualifié. Bon, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ces discours. Celui qui rend l'homme blanc responsable de tous les maux, j'ai beaucoup de difficultés. À un moment, tu sais, il faut apprendre à aussi à se responsabiliser par rapport à nos tares ou nos problèmes. Je veux dire, c'est pour moi, ce discours-là de tout mettre constamment de la responsabilité sur l'autre, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que pour moi, c'est pas ce qui nous permet d'avancer. Parce que je ne peux pas concevoir, de toute manière, que si on dit le mot en haine, ne se déplie pas dans la tête de tous ceux qui nous écoutent, noir ou blanc, le mot nègre. Donc, de ne pas le prononcer ne change rien, parce que de toute façon, il est entendu. Non, ça change absolument rien. Puis, de toute façon, les gens disent qu'ils ont des émotions par rapport à ce mot. Le débat est totalement irrationnel. Il est totalement émotif par rapport à cette question-là. Il n'y a aucune logique. Et c'est ça qui me dérange. On est beaucoup dans l'ère du ressenti, là, on le sait. Donc, c'est ce qui prime aujourd'hui. Je ressens de l'émotion. Ça n'a pas d'importance, que c'est pas logique, que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune importance. Vous dites que ce n'est pas logique. Or, il y a sans doute des gens qui pensent que c'est parfaitement logique. Mais ce à quoi je n'avais pas bien pensé avant d'avoir cette conversation, preuve que dans le débat et dans l'échange, on peut avancer, c'est ce que tous ces incidents nous disent comme je dis souvent, je fais attention, mais du cadre idéologique qui a façonné cette génération d'étudiants qui se dit choqués, agressés par ce genre d'incident qui, en d'autres temps, n'en aurait pas été. Non, parce que moi, quand j'étais à l'université, des fois, je pense à certains propos de mes enseignants. Aujourd'hui, ils diraient la même chose. Ils seraient bannis à vie assez rapidement. Puis moi, je me souviens d'un prof, ça, il parlait de l'immigration. Il disait, tu sais, qu'il trouvait que, tu sais, il y avait trop de personnes qui s'intégraient pas, puis que, tu sais, s'ils s'intéressaient pas à sa culture à lui, ben lui, il s'intéresserait pas à leur culture à eux. Puis il disait ça en classe. Aujourd'hui, dire une chose pareille, je pense pas que ça pourrait passer. Puis moi, à cette époque-là, quand ce prof a tenu son discours, ça m'a choqué. Ça m'a choqué beaucoup, puis ça m'a fait me questionner. Puis je pense que c'est le but, normalement, qu'on s'instruit, là, qu'on va sur les bancs de l'université. On est confronté à des idées auxquelles peut-être on n'aurait pas pensé, puis on est censé pouvoir cheminer à travers ça. Et on pourrait penser même qu'à l'occasion, une provocation bienveillante, quand on pousse un peu l'enveloppe pour aider l'autre. Je dis bien aider l'autre dans une perspective où le professeur a une responsabilité. Oui. Aider l'autre à cheminer en étant un peu bousculé. Ben moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et puis, ce prof-là m'a quand même beaucoup marqué. Il a suscité vraiment beaucoup de questions en moi. Puis, tu sais, j'ai été lui en parler après aussi. Tu sais, j'étais tellement choquée. Mais je trouve que c'est ce qui nous fait avancer, justement, d'avoir des discussions comme ça avec des personnes avec qui on n'est pas d'accord, qui ont des idées qui nous dépassent peut-être. C'est ce qui nous fait avancer. Mais aujourd'hui, même le dialogue est devenu difficile parce que, c'est ça, on est pris dans nos émotions. Et le dialogue nous expose à changer d'idée. C'est très risqué. Oui, c'est très risqué. Mais c'est ça, c'est ce qui m'attriste aussi beaucoup aujourd'hui, c'est que
Bah, c'est ça. C'est vraiment, c'est les émotions qui prennent le dessus. Et si une opinion peut être offensante, donc on veut pas l'entendre. Puis c'est ce qui arrive dans ces débats, tu sais, sur la race. On est en plein là-dedans. Si moi j'émets une opinion, c'est une offense. Comment est-ce qu'on peut discuter dans un cadre comme celui-là? Puis je vous posais la question à titre personnel. Il n'y a pas de vilain jeu de mots, mais est-ce que vous êtes devenu le mouton noir de votre famille? Est-ce que vos parents et amis se disent « Mais Muriel n'est plus fréquentable ». Non. Oui et non. C'est sûr que... oui et non. Oui et non, parce que je pense que au début, quand j'ai commencé à prendre position sur la place publique, dans mon entourage, comme, mais voyons, Muriel, tu sais, ça n'a pas d'allure ce que tu fais. Mais finalement, maintenant qu'on voit justement, comme je dis, les dérives qui ont cours présentement, maintenant qu'on voit à quel point les débats sont devenus polarisés, maintenant qu'on voit à quel point les choses sont disproportionnées, là, au contraire, les gens autour de moi commencent à se poser des questions. Ils commencent à se dire, ouais, mais finalement, tu sais, c'est peut-être plus grave que ce qu'on pensait. Je vous arrête sur grave, Mm-hmm. parce que il est difficile éventuellement de détricoter quand on établit des précédents. Mm-hmm. Je vous renvoie à McGill, ce qui est écrit par McGill sur le monde dans lequel on vit. Ça, c'est une vérité pour l'université. À l'heure actuelle, les universités canadiennes sont appelées à reconnaître et à combattre les forces historiques et contemporaines qui causent les inégalités sociales dans les milieux postsecondaires. On parle donc des universités, évidemment. Bon nombre des cas trouvent leur origine dans des idéologies et des pratiques telles que le colonialisme, l'esclavage et le patriarcat. Donc, c'est les prismes durs au travers desquels on doit toujours regarder ce qui se passe. C'est, encore une fois, indépassable. Et c'est grave dans la mesure où, si c'est inscrit aujourd'hui, quand pourrons-nous effacer puis dire on a atteint le monde idéal dans lequel on veut vivre? Ben, c'est très difficile. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ben, pour moi, c'est quand même assez sans précédent. Ça va être difficile de dépasser toutes ces questions-là. Je suis comme un peu attristée de voir où est-ce qu'on en est rendu en tant que société, à quel point on est polarisé, à quel point... Mais c'est inscrit, je vous dirais, Oui. et encore une fois, je sais que je prends la balle au bon, mais c'est inscrit dans les modes d'attribution des bourses pour l'excellence qui sont données par le gouvernement canadien. Tous les principaux programmes aujourd'hui de bourse font valoir qu'il est impossible de justifier cette quête de l'excellence sans faire la démonstration que les enjeux d'équité, de diversité, et je dis donc équité, diversité, il me manque quoi? Il me manque inclusion, ne sont pas aussi cochés, que ces cases-là ne sont pas cochées. Alors, on est tous en faveur de la vertu. Est-ce qu'en toutes circonstances, quand on parle de donner des bourses au plus haut niveau pour faire de la recherche, les seules considérations ou les plus importantes sont d'abord de s'assurer que ces critères EDI soient respectés? Je vais dire quelque chose que je ne sais pas, que je ne devrais pas dire. Mais pour moi, toutes ces questions EDI, surtout au niveau des entreprises, au niveau des universités, pour moi, ce sont des programmes qu'on conçoit pour des gens qui sont déjà privilégiés. Et je le dis parce que les vraies personnes, disons, qui sont opprimées dans la société, s'il y a de l'oppression, les vraies personnes qui ont besoin qu'on les aide, c'est les personnes qui sont au bas de la société. Donc aujourd'hui, quand je vois tous ces programmes, puis j'ai lu un article récemment, c'est un pasteur américain, un pasteur noir de Chicago, qui critique beaucoup justement ces programmes-là, qui facilitent la vie de gens qui sont déjà privilégiés. Tu sais, il parlait par exemple de l'affaire de Claudine Gay. Ancienne présidente de Harvard. Oui, c'est ça. Donc elle... c'est ça, elle a grandi dans une famille quand même bien nantie, elle a été dans des bonnes écoles. Cette personne qu'aujourd'hui qu'on présente comme une personne oppressée, justement, bon, on sait qu'elle a dû démissionner de son poste de présidente de Harvard.
cette personne, on la présente comme une personne oppressée. Donc, victime même. Oui. Je vous dirais qu'elle est aujourd'hui, sa démission serait l'incarnation de ce qu'elle a été la victime d'une cabale pour se débarrasser de cette femme qui, à plusieurs égards, était le marqueur de changements importants en matière justement d'équité, de diversité à Harvard. Et on dit, ben voilà, ils l'ont eu. Je ne sais pas qui sont les ils, mais il y a de ça. Oui, ben ils l'ont eu, mais cette dame en question qu'on nous présente comme justement qui a fait face aux forces du mal. Donc, cette femme, son salaire à l'époque, quand elle était la présidente d'Harvard, c'était $900,000 US. Aujourd'hui, malgré le fait qu'elle ne soit plus présidente d'Harvard, ben son salaire reste $900,000. Donc, cette personne serait une personne opprimée. Mais donc, c'est ce que le pasteur disait justement, c'est que pour lui, tu sais, il vit dans un quartier défavorisé, il voit la violence tous les jours, il voit la difficulté au niveau de l'accès à l'éducation, à une bonne éducation. Donc, il voit toutes ces réalités-là au quotidien. Ces politiques EDI l'aident en quoi? Ces politiques aident comment ses concitoyens? Ben c'est ça. Est-ce que je peux vous proposer un parallèle? Parce que je me rappelle d'une réflexion que j'ai eue à l'époque des carrés rouges, quand on manifestait très bruyamment pour dire on est en train de brimer l'avenir d'étudiants qui rêvent d'aller à l'université parce qu'on veut augmenter les frais de scolarité. Puis c'est vrai que ça peut agir, ça peut avoir un impact. Mais à ce moment-là, je me disais, le pire des filtres, le pire des tris, c'est une mauvaise éducation au primaire. Parce que si on est mal formé au tout début de sa vie, donc peut-être dans un quartier pauvre, il y a très peu de chances qu'on soit angoissé par l'absence de bourse ou l'augmentation des frais de scolarité à l'université parce qu'on ne se rendra jamais là. Exact. Oui, ben, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, le nerf de la guerre, c'est l'éducation et ça commence dès le primaire. Donc, si quelqu'un, justement, si déjà là, on lui met des bâtons dans les roues, justement, tu sais, aux États-Unis, eux autres, ils ont un système un peu particulier où les écoles sont financées en fonction des fonds disponibles dans le quartier. Ça va avec la classe sociale. Donc, si tu es dans un mauvais quartier, ben ton école aura beaucoup moins de services. Donc, si on part à partir de là, ben c'est sûr que la personne, son parcours va être beaucoup plus difficile dans la vie. Puis c'est là que, quand je regarde ce qui se passe avec l'EDI, c'est comme si ça commençait par en haut, la réflexion, alors que la réflexion, elle doit commencer au bas de l'échelle de la société. Puis c'est ça que le pasteur, il dénonçait dans son article, c'est que ces politiques-là n'aident en rien les laissés pour compte de la société. Dans le contexte canadien, Muriel Chatelier, est-ce que vous établissez un distinguo entre ce que serait le racisme systémique, si tant est qu'il existe, mais appliqué à la communauté ou aux communautés plurielles autochtones et à la diversité culturelle dans son ensemble? Parce qu'on pourrait faire le pari, vous et moi, que les Autochtones canadiens ont fait face à quelque chose d'assez organisé, d'assez systémique, qui les visait particulièrement, et que ce n'est pas nécessairement une logique que j'appliquerais à toutes les autres communautés culturelles. Ben, je suis d'accord parce que c'est sûr que la loi sur les Indiens, c'est un cadre vraiment particulier qui ne s'applique qu'aux Autochtones. Il n'y a personne d'aucune communauté qui peut prétendre vivre les mêmes réalités que les Autochtones. Il y a aucun parallèle possible pour moi. Fait que pour moi, le racisme systémique, il peut certainement s'appliquer aux Autochtones, absolument. Mais à part ce contexte, parce que pour moi, le racisme systémique, c'est ça, il faut un système, il faut une structure. Donc, à part pour les Autochtones, je vois pas vraiment où est-ce que ce système-là, où il s'inscrit, dans quel domaine. Je sais pas trop. De toute façon, c'est pas moi de faire démontrer les preuves du racisme systémique. C'est ceux qui défendent le concept, c'est à eux de le démontrer. Je ne vous demanderai pas de parler de moi, votre intervieweur aujourd'hui, mais comment expliquez-vous
puis j'ai pas de meilleure façon de poser la question, c'est toujours la formule, comment expliquez-vous, que vous soyez pas davantage entendu? Je pense que ce que je pense, c'est ce que la majorité des gens pensent. Par contre, c'est pas un discours qu'on veut entendre parce que, c'est ça. Pour moi, la société n'est pas à feu et à sang. Oui, il y a des problèmes par rapport au racisme, aux discriminations, mais je trouve qu'on est une société qui prend à cœur ces problèmes, puis on fait pas comme si ça existait pas. Puis d'ailleurs, ça, c'est une chose des fois qu'on me dit, on dirait que tu dis que le racisme n'existe pas. Pas du tout, j'ai jamais dit ça, ça existe bien sûr. Mais ce qui existe aussi, c'est des mécanismes en place pour contrer ces problèmes-là. Puis, fait que moi, mon discours, j'estime en tout cas qu'il est assez modéré, il est assez nuancé, donc... Mais dans le contexte actuel, il ne l'est pas. Et je suis certain que nous pourrons lire des commentaires de gens qui vont dire « Wow, terriblement audacieux ce que vous avez fait » ou au contraire, mais elle est complètement tarée. Ben oui, c'est possible, mais c'est ça qui est fascinant dans notre époque. C'est qu'on dit des choses, somme toute, extrêmement banales, qui tombent sous le sens. On est catégorisé pour ça, on me traite de réactionnaire, alors que ce que je dis, dans le fond, mon message que je dis, c'est que surtout au Québec, j'estime que aujourd'hui, la race peut pas t'empêcher d'accomplir ce que tu as à accomplir aujourd'hui. Puis l'essentiel de mon discours, c'est ça, c'est que si tu as un objectif, tu peux l'atteindre indépendamment de ta race. Il y aura pas assez de barrières puissantes pour t'empêcher de t'accomplir. Puis je sais pas pourquoi est-ce que ce discours-là, il est controversé. Est-ce que votre fille, par moment, est minoritaire chez ses amis dans la mesure où elle en a qui ont la peau noire? Oui. Oui, parce qu'au début, ma fille, elle n'avait pas nécessairement les mêmes opinions que moi. Mais au fur et à mesure, justement, quand elle voit l'ampleur de la chose, elle dit « Wow, il y a un petit problème. » Parce que moi, c'est sûr que je ne l'ai pas élevée de façon à ce qu'elle prenne en considération la couleur de la peau de ses amis, de ses condisciples. Et pour moi, c'est ça, je l'ai élevé avec une sorte de daltonisme racial. Puis les gens, quand ils entendent daltonisme racial, ils capotent aussi parce que pour eux, c'est comme si on dit qu'on voit pas la couleur. Mais c'est pas ça le daltonisme racial. On voit la couleur, mais on te juge pas selon ta couleur, on te définit pas selon ta couleur. Et c'est ça le daltonisme racial. Et pour moi, c'est la seule façon d'évoluer aujourd'hui, en 2024. On a déjà essayé la ségrégation, on l'a essayé, ça n'a pas fonctionné. Mais on est en train de la... Oui, elle revient. Découvrir à nouveau et de l'appliquer, mais alors là, volontairement et avec enthousiasme. Oui. Par exemple, des résidences pour étudiants dans des grandes universités en Californie où il n'y a que des étudiants, j'allais dire asiatiques, si tant est que ça veuille dire quelque chose, mais les Noirs entre eux et réclament d'être entre eux. C'est un retour en arrière. Oui, absolument. Puis moi, ce qui me surprend, c'est de voir ça ici, de voir que comme ça, je me suis déjà exprimé sur la chose. Il y avait une pièce de théâtre où les Blancs étaient exclus pendant une soirée. Il y a dans les entreprises maintenant, il y a des safe space. On invite les Noirs à se regrouper entre eux pour penser leurs blessures ensemble. Puis moi, comme je dis, je pose des questions autour de moi, je demande, mais vous, tu sais, je parle des fois à des gens qui n'ont pas nécessairement la même opinion que moi, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce genre, ces façons de faire sur ton lieu de travail, justement, de te regrouper avec tes collègues noirs pour pouvoir discuter? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Puis... D'ailleurs, pensez A-N ou E-N? Penser les blessures ou penser les blessures? Ben c'est les mêmes. On commence par les penser, ensuite on les pense avec le... C'est ça. Mais ça, quand je pose la question, les gens me disent, ben sur mon milieu de travail, j'ai pas vraiment envie de parler de ma couleur de peau. Tu sais, moi, je viens on m'a embauché pour mes compétences, j'ai une description de tâche. Moi, si je vais au travail, c'est pour ça que je vais au travail. Donc là, maintenant, c'est ça, j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'aujourd'hui, qu'on ait des safe space en entreprise. Puis moi, personnellement, si on m'aborde comme ça, qu'on me parle de ma couleur sur mon lieu de travail, ben ça se peut que je pète une coche parce que je suis pas là pour ça, je suis pas payée pour ça. Moi, on m'a embauché pour mes compétences.
pour mon mérite et pour moi, c'est tout ce qui devrait compter aujourd'hui. Puis j'ai beaucoup de difficultés à comprendre qu'on en vienne justement à évoquer la discrimination positive. Moi, par exemple, je ne coche aucune case. C'est impossible pour moi. Je suis née ici. J'ai été éduquée dans le système ici. Je vois pas pourquoi est-ce que j'aurais un traitement différent à cause de ma couleur de peau. J'ai pas vécu assez d'expérience pour qu'on puisse me dire que ma couleur de peau fait une différence. Sans nier pour autant qu'en d'autres temps, la discrimination positive a peut-être permis de rétablir certains déséquilibres ou, en principe, vous êtes contre l'idée de la discrimination positive? Je suis un peu ambivalente avec la discrimination positive parce que, disons que moi, j'y adhère pas. Par contre, je peux concevoir que peut-être que des fois, si c'est appliqué d'une façon qui a de l'allure, si, par exemple, on choisit quelqu'un à compétence égale, on choisit une personne issue d'une minorité... Sous-représentée, par exemple, dans l'organisation. C'est ça. Ça, je peux vivre avec ça. Bien évidemment, les difficultés d'un immigrant récent ne sont pas que liées à la perspective où il pourrait y avoir du racisme à son endroit, mais cette personne, évidemment, évolue dans un environnement qui lui est totalement étranger. Tout est compliqué. Ben c'est ça, mais c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, on fait pas vraiment de distinction entre les différents immigrants. Tu sais, moi, par exemple, les personnes comme moi, on est nés ici, on est considérés comme des immigrants de deuxième génération. D'ailleurs, j'en ai contre ce genre de terme aussi qui nous ramène toujours constamment au fait qu'on vient d'ailleurs alors qu'on est né ici. Donc, on met tout le monde vraiment, c'est comme si nos réalités étaient identiques. Puis moi, je me pose la question. Tu sais, il y a des gens qui ne vont pas cocher cette case. Fait que c'est évident. Il y a des gens qui vont voir des offres d'emploi, justement, où on exclut les hommes blancs, on invite les femmes, les minorités visibles, les autochtones à postuler. Il y a des gens qui vont refuser de postuler à ces emplois. Qu'est-ce qu'on fait avec cette réalité? Parce que c'est comme si cette réalité-là n'existait pas pour ces gens-là qui pensent à ces programmes, mais je suis désolée, mais il y a quand même pas mal de gens qui refusent qu'on les mette dans des cases comme ça, puis qui peuvent développer aussi un syndrome de l'imposteur si on les embauche justement avec un concours qui était réservé à certaines personnes. Qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça? Suis-je arrivé là où je suis parce qu'on a fait en sorte qu'à plusieurs des étapes, on m'accélère ou facilite mon passage? Ben, c'est ça, parce que il y a des gens pour qui le mérite est de la plus haute importance, surtout justement parce que c'est des minorités et que ces gens-là ne veulent pas être stigmatisés par rapport à ça. Donc, le mérite prend toute son importance. Puis... demande à être jugés, justement, sur leur mérite et rien d'autre. Exactement, comme n'importe qui. Donc, ces personnes-là existent. On n'est pas des extraterrestres. Donc, j'aimerais des fois aussi qu'on en prenne conscience qu'il y a cette réalité-là. Il y a quelques minutes, je vous ai demandé, et j'ai envie de clore là-dessus, comment se fait-il que votre voix, et vous dites de ne pas être seul, qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui pensent comme vous, soit aujourd'hui si peu entendue, comme si c'était de s'exposer à une réalité qu'on veut occulter? Bah, ça dérange que je me sente bien dans ma société. C'est étrange, mais ça dérange les gens que je sois à l'aise avec mes concitoyens, que j'ai des références communes avec mes concitoyens. On dirait que c'est une réalité qu'on ne veut pas voir, mais elle existe. Et je pense que c'est la réalité de la majorité des gens. Est-ce qu'il y a une façon de faire qui vous a bousculé aujourd'hui, des mots que j'ai employés? Non, absolument pas. Vous voyez, j'ai tellement intégré les codes. Hein? En effet, vous êtes un bon disciple. Non, je pense pas. Vous ne me prendrez pas là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. C'était tonique. J'espère que vous avez pris plaisir à l'exercice. Oui, j'ai pris plaisir et j'espère ne pas trop me faire malmener sur les réseaux sociaux. C'est possible. Peut-être que je passerai aussi un mauvais quart d'heure. C'est le risque à prendre quand on a envie
de parler sans filtre et quand on est surtout convaincu que notre parole n'est pas coupable. J'espère que vous avez suffisamment aimé pour avoir envie de partager l'épisode. Ça nous aide beaucoup. Les pouces, les likes, nous aimer, ça contribue. Vous abonnez à notre chaîne, à nos chaînes, parce que vous pouvez nous retrouver évidemment à plusieurs endroits, YouTube, Rumble, Odyssey ou encore Apple, Google, Spotify. La semaine prochaine, probablement pour un autre épisode, j'entends la musique qui tranquillement est en train de monter. Marianne Grenon est notre recherchiste, Jeanne Croteau, notre réalisatrice, Stéphane Bureau, microphone. Au revoir.